une sombre nuit de 1770, Joseph Balsamo s'introduit dans le château de Taverney. Et là, grâce au don de médium d'André, fille du baron, il attire Marie-Antoinette, dauphine de France, et lui révèle son atroce destin et celui de la monarchie. Puis il disparaît. Revenue à elle, la dauphine, entichée d'André et de Philippe de Maison-Rouge, son frère, les emmène avec elle à Versailles. Le jardinier Gilbert, resté seul au château, reprend sa liberté et court vers Paris. Devenu disciple de Jean-Jacques Rousseau, il retrouve André et sa servante Nicole à Paris. Celle-ci est le sosie parfait de Marie-Antoinette. Au cours du feu d'artifice de la place Louis XV, André et Gilbert sont blessés. Ils sont recherchés désespérément par Philippe de Maison-Rouge et Jean-Jacques Rousseau. Gilbert est recueilli et soigné par le docteur Marat, tandis que Balsamo ramène André inanimé chez elle. Quand Gilbert revient à lui, André a disparu. Il apprend qu'elle est à Versailles auprès de la dauphine Marie-Antoinette. Avec l'aide de Jean-Jacques Rousseau, il est engagé comme jardinier à Trianon. André repousse avec mépris l'intérêt que lui porte Gilbert. Louis XV est séduit par la beauté de la jeune fille. Richelieu profite de la ressemblance de Nicole avec la dauphine et, pour servir son roi, échafaude avec le baron de Taverney un plan machiavélique. Mais c'est encore Monsieur Gilbert. Qu'avez-vous donc à me regarder de cette mine tragique? Quelque chose vous attriste, s'il vous plaît? Oui, mademoiselle. J'ai l'impression que vous n'êtes pas heureuse à Trianon. Et je ne supporte pas de voir une femme malheureuse. Monsieur Gilbert ne supporte pas. Quel événement! Apprenez que je n'ai jamais menti l'intérêt de personne. Et surtout pas le vôtre. Mademoiselle, vous avez tort de me rudoyer comme vous faites. En vérité, mon petit monsieur, il faut pourtant vous le dire. Vous-même, vos façons philosophiques, jusqu'à votre voix. Toute votre personne me déplaît. Ayez donc la charité de ne plus m'adresser la parole. Depuis quand déplaît-on à une femme en lui montrant qu'on l'estime et qu'on l'admire? Est-ce qu'un honnête homme n'est pas l'égal de toute créature humaine, quel que soit son rang? Pourquoi me maltraitez-vous avec cet acharnement? Vous qui savez vous montrer si bonne et tendre avec d'autres. Je vous tenais pour un insolent. Vous n'êtes qu'un fou. Laissez-moi passer. Répondez-moi d'abord. Pourquoi me haïssez-vous, moi qui vous ai sauvé la vie? Oh, Monsieur Gilbert m'a sauvé la vie. Le 31 mai, oui, sur la place Louis XV. Comme vous alliez périr, étouffé par la foule. Je vous ai arraché à la mort en vous confiant au baron Balsamo. Est-ce Jean-Jacques Rousseau qui vous a appris à bâtir de si beaux romans? Ce que j'ai fait pour vous, un roman? Vous êtes une créature sans cœur et un corps sans âme. Des gens comme vous ne sont pas faits pour connaître le bonheur sur la terre. Je viens de faire mes adieux. Quoi? Ah oui. J'ai reçu mes ordres ce matin, je dois rejoindre mon régiment sur le champ. Et où vas-tu? Ma garnison est à Reims. Ensuite, sans doute, je retournerai à Strasbourg, mais... Regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Oh, Philippe, tu es mon seul ami. Que vais-je devenir sans toi auprès de moi? Mais notre père doit venir à Versailles. Notre père.
C'est bien comme il a toujours été loin de moi. Déjà, autrefois, je n'aimais pas son regard. À présent, il me fait peur. Allons. Mais quel enfant tu es? Oui, j'ai peur de notre père, Philippe. Surtout si tu me quittes. Les choses vont trop bien pour nous depuis quelque temps. Trop vite. Un jour ou l'autre, nous découvrirons quel en est le prix. Notre père t'aime. Ah, à sa manière, c'est vrai. Mais il t'aime. Il m'a dit qu'il viendrait te voir aujourd'hui à Trianon. Sois donc courageuse. Je t'écrirai chaque semaine, et chaque semaine, tu me répondras. Hein? Promis? Promis. Monseigneur le duc de Richelieu et monsieur le baron de Tavernay. Monseigneur. Mademoiselle, Sa Majesté me charge de vous adresser tous ses compliments pour le charme de votre voix et vos talents de musicienne. Le roi m'affirme qu'il n'a encore vu personne à la cour qui réunisse au même point que vous les dons de l'esprit et l'agrément du visage. Oh, et ceux du cœur. J'en suis témoin. Que n'ai-je 25 ans? Je mettrai ma vie et ma fortune à vos pieds. Que faut-il? Que faut-il que je réponde à Sa Majesté de votre part? Qu'elle me comble de bonheur en daignant jeter les yeux sur moi, et que je suis bien peu digne d'attirer l'attention d'un souverain si puissant. Baron, ce n'est pas une fille que vous avez là. C'est une reine. Au revoir, mademoiselle. Ma fille, Sa Majesté m'a prié de te remettre ce témoignage de sa satisfaction. Mon Dieu, ces bijoux sont trop beaux. Je pense bien, les perles seules valent 50 000 livres. Je n'oserais jamais les porter. Oseras-tu paraître devant le roi sans les porter? C'est donc un ordre que vous me donnez? Mais enfin, es-tu folle? Es-tu obligé maintenant de donner des ordres pour contraindre une péronnelle à porter un bijou de 100 000 livres? Ah oui, tu les porteras. Et en montrant un visage radieux, s'il te plaît. Enfin, ne vous fâchez pas. Ne trouvez-vous pas étrange que le roi me fasse un honneur de ce prix? Quand je porterai cette parure, tout le monde se demandera ce que cela signifie. Vraiment? Eh bien, pas moi, figure-toi. En somme, c'est la pure jeune fille qui voudrait faire rougir le vieux grenadier. Allons. Ma chérie, ton père n'est-il plus ton ami? N'es-tu pas fier de contribuer à notre fortune?
Mais si, bien sûr. Alors, regarde les choses en face, morbleu. Hein? Te voilà l'ami de la dauphine, du dauphin et du roi. Tu as des talents supérieurs, une beauté sans rival. Mais imagine le rôle que tu pourrais jouer. Tu te souviens de Agnès Sorel, cette jeune fille fraîche qui adoucit les dernières années de Charles VII? On parle d'elle encore avec émotion dans toutes les chaumières de France. Et vous voulez que je devienne une autre Agnès Sorel? Je veux que ton regard innocent chasse ces femmes perdues qui déshonorent le trône. Je veux que ta seule présence purifie la cour. Que ton influence généreuse ramène les bonnes mœurs et la vraie galanterie. Que tu deviennes une couronne de gloire pour le blason des Tavernets. Voilà ce que je veux. Mais songez-vous aux moyens qu'il me faudra employer. Un seul moyen. La vertu. Force les gens à aimer la vertu et ils seront vertueux. Évidemment, pas une vertu renfrognée. Non, non. Il faut leur montrer une vertu qui les aspects agréables. Celle de la coquetterie. Et du vice, pourquoi pas, puisque c'est de la vertu. Mais rien n'est plus facile pour une fille spirituelle et forte comme toi, hein? Que le roi ne puisse plus se passer de toi. Garde tes secrets, mais pas pour lui. Il suffit que l'on te croie toute puissante, et bientôt tu le sauras. Je ne comprends pas bien ce dernier avis. Alors obéis, sans chercher à comprendre. Les questions superflues ne peuvent que contrarier une entreprise aussi généreuse. Allons. De l'allant, du sourire, de l'enthousiasme, et l'affaire est dans le sac. Voilà 100 louis pour renouveler tes toilettes. Il faut que tu sois digne en tout point du rang auquel t'élève Sa Majesté. Hein? Voilà. Tu t'appelles bien Nicole Leguet, petite? Oui, monseigneur. Dis-moi. Nicole Leguet recevait chez elle, rue Coquéron, un certain drôle, une sorte d'exempt, appelé Beausire. Te souviens-tu? Si. Il paraît qu'il t'a suivi à Trianon. Et que tu lui donnes des rendez-vous secrets. La nuit, peste, dans un château royal, c'est grave. Seigneur. On pourrait te chasser. Et monsieur de Sartine t'enverrait à la salpêtrière. As-tu donné, oui ou non, des rendez-vous? C'est-à-dire, monseigneur... Mais je ne te blâme pas. J'aime les jolies filles qui font circuler leur beauté. Et d'ailleurs, j'ai toujours aidé à cette circulation. Mais je dois t'avertir charitablement. On m'a donc vu. Apparemment. Un mauvais esprit a même prévenu Madame de Noailles. Oh, mais là, je suis perdue. Tu es adorable, en vérité, Nicole. Je veux te tirer de ce mauvais pas. Oh, comme c'est bien, vous, monseigneur. Seulement, il te faudra quitter Trianon. C'est donc ainsi que vous me venez en aide. Mais tu seras libre et riche. En prenant certaines précautions, bien sûr. Voyons. Dès la nuit prochaine, tu vas disparaître avec ton amant. Si mademoiselle ne me trouve pas au moment où elle a besoin de moi, elle donnera l'alarme. Elle ne prend rien avant de se coucher. Un verre d'eau parfumé à la fleur d'oranger. Tu verseras 2 gouttes de cette liqueur dans le verre. 2 gouttes. Elle ne fera qu'un somme toute la nuit et tu auras tout le temps de filer avec ton beau cire. Bon. Et est-ce que je dois entamer mademoiselle à double tour? Mais pas du tout.
laissera sa porte entrouverte. J'ai compris. Quoi? Ce que je dois faire. Ce sera 20 000 francs, monseigneur. Toi, Nicole, tu iras loin. Ah, te voilà, baron. Allez. Allons dîner. Je meurs de faim. Veille bien sur ta maîtresse, Nicole. C'est un trésor sans prix que tu as sous ta garde. Monsieur le baron peut compter sur moi. Laissez la fenêtre entrebâillée. Il fait si chaud. J'ai peur que mademoiselle ne soit un peu malade. Oh non, seulement fatiguée. Ah, vous irez de bonne heure à Versailles. Mon frère y a fait porter des livres pour moi. Bien, mademoiselle. Vous préviendrez l'accordeur qu'il vienne à Trianon pour le clavecin de Madame la Dauphine. Si on ne me réveille pas pendant la nuit, je serai debout à 5 heures et toutes vos commissions seront faites avant votre lever. Ah, j'écrirai à Philippe avant minuit. Et vous posterez la lettre aussitôt. Mademoiselle peut compter sur moi. Voilà votre verre d'eau, mademoiselle. Votre veilleuse est allumée. Est-ce que je peux aller me coucher? Si je dois me lever à 5 heures... Allez. Merci, mademoiselle. Bonne nuit.
voyez-vous? Je vois. Balsamo. Mais en m'appelant ainsi, vous avez failli me tuer. Pardon, je ne m'appartiens plus. C'est vrai, vous souffrez. Si vous pouvez souffrir, comme c'est étrange. Pourquoi est-ce moi que vous êtes venu chercher? Parce que vous seul pouvez me sauver. Parce que vous êtes l'âme la plus pure que j'ai jamais rencontrée. Interrogez-moi. Suivez-moi donc à Paris, chez moi. Entrez dans ma maison. Que voyez-vous? Me voici dans une chambre. La plaque de la cheminée s'ouvre. J'entre dans une pièce singulière. Les fenêtres ont des barreaux. Tout est en désordre, mais la pièce est vide. Vide. C'est une mèche de cheveux de la personne qui occupait cette pièce. Pouvez-vous me dire comment elle s'est enfuie? Pauvre femme. Comme elle pleure, comme elle souffre. Elle cherche dans la cheminée. La plaque s'ouvre, elle peut s'enfuir. Suivez-la. Elle sort de votre maison. Elle emporte une cassette qui vous appartient. Elle court sur le boulevard sans s'arrêter. De quel côté? Vers la Bastille. Elle interroge un homme et lui demande où elle peut trouver l'adresse. Il donne l'adresse. Malédiction. Et que fait-elle? Elle revient sur ses pas. Elle traverse la place royale. Mon Dieu, courez! Si elle arrive avant vous, si elle donne cette cassette à Monsieur de Sartine, vous êtes perdu! Savez-vous, mademoiselle de Tavernay, que vous êtes belle à damner un chartreux? Oh, mais vous êtes glacé, mon enfant. J'espère que ce n'est tout de même pas moi qui vous fais peur. Hein? Nous allons bien vite vous réchauffer. En vérité, cette fille est morte. Quelle horreur!
terrible roman que tu m'accusais de faire. Il faut une terrible fin. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, baron? Tu parais triste comme la mort. Inquiet, Duc. Très inquiet. Voilà 1 mois que tu me promènes. Tu n'as pas vu le roi ne t'a pas vu. Dis-moi plutôt la vérité. Eh ben, tu viens de le dire toi-même. Moi, duc et père, maréchal de France, premier gentilhomme de la Chambre, je vois le roi chaque jour, le roi ne me voit plus. Enrage tant que tu veux, tu n'enrageras jamais autant que moi. Tu auras bien une explication à la fin des fins. Il y a toujours grand danger à provoquer les explications des souverains. Duc, mon fils est à Reims. Son régiment part dans 2 jours et il n'a toujours pas son brevet de capitaine. C'est un oubli, ça serait pas. Ah non, 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 non. Mon fils, ma fille et moi, on ne nous oublie pas. On nous ignore. Tu sais que tu as une conversation très intéressante. Duc, il faut absolument voir le roi. Sinon, je serai obligé de parler à ma fille, car il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Garde ton cœur, hein? Je parlerai au roi. Trouve-toi demain, ici, à 11h. Merci, mon ami. Et sans rancune. Merci. Mais que se passe-t-il donc? Mais qu'y a-t-il? Mais c'est une femme. Mais qu'a-t-elle donc? Elle vient de s'évanouir, sire. Oh, pauvre enfant. Voyons un peu cela. Oh, mais encore! Oh, c'est épouvantable. A-t-on jamais vu quelqu'un mourir comme ça à tout propos? Quand on a de pareilles maladies, on reste chez soi. Venez. Venez m'aider à transporter mademoiselle de Tavernay chez elle. Encore ici, monsieur de Richelieu? Au service de Sa Majesté, oui, sire. Décidément, vous ne quittez jamais Versailles. Jamais tout à fait, sire. J'y suis depuis 40 ans. Je ne sais quelle intuition me dit que depuis quelque temps, vous avez quelque chose à me dire. Je crois même que voilà un bon mois que vous me poursuivez. De mon amour et de mon respect infini. Vous voulez jouer au plus fin avec moi. Parfait. Eh bien, sachez que je n'ai absolument rien à vous dire. Sire, le pire des envieux ne peut prétendre qu'en 40 années, le roi m'ait accordé la moindre faveur. Je n'ai besoin de rien. Je me borne à supplier votre majesté de vouloir bien admettre à la remercier quelqu'un qui lui a une grande obligation et qui souhaite vivement la lui exprimer.
Ouf! Quelle phrase! Je me demandais si vous arriveriez jamais au bout. De qui voulez-vous donc parler? D'un vieil ami à moi, sire, qui est aussi un vieux serviteur du roi. Le baron de Taverney. Taverney. Et vous avez le front de l'appeler votre ami? Sire, votre Majesté sait qu'on appelle ami en ce bas monde tout ce qui n'est pas ennemi. Taverney a servi sous Villars avec moi, je peux donc l'appeler ami. Eh bien, vous feriez mieux de l'appeler autrement. Ou mieux encore, de ne plus l'appeler du tout. Car vous vous compromettez, Duc. Votre Taverney est un homme immoral. Foi de gentilhomme, je m'en étais douté. Un homme sans délicatesse. C'est moi qui vous le dis, monsieur le maréchal. Un vilain homme qui a joué un vilain rôle dans une vilaine affaire. Grand Dieu, sire, maintenant que je connais l'opinion de votre Majesté... Oui. Oui, vous la connaissez. Je déteste le baron de Taverney. L'arrêt est prononcé. Mais si le père a eu le malheur de déplaire à votre Majesté, certain ange que le roi rencontra un jour à Trianon. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez là. Pas tout donner à penser cependant que Mademoiselle de Taverney était un ange. Un ange? C'est un monstre au physique, comme son père l'est au moral. Atteinte d'un mal épouvantable. Un véritable guet-apens, Duc. Pour Dieu, plus un mot sur elle. Vous me feriez mourir. Dieu m'en préserve, sire. Mais que va devenir le frère? Et ce brave jeune homme à qui le roi a donné une compagnie? Ai-je l'habitude de distribuer des compagnies? Et à des Taverney encore. Ah, vous faites l'avocat d'une belle nichée. Non, Duc, donc. Vous avez eu tort de m'en parler. Grand tort. Vous m'avez mis tout le sang à l'envers. Je sens que j'aurai une mauvaise digestion toute la journée. Eh bien, maintenant, au moins, je sais à quoi m'en tenir. Quoi de nouveau? Il y a de nouveau, monsieur, que je vous prie de ne plus m'adresser la parole. Mais Duc! Adieu, monsieur de Taverney. Adieu. Pour toujours. On entre chez moi avec cette brusquerie. Oh, oui, mais excusez-moi. Vous sortez? Oui, je vais chez Madame la Dauphine qui m'attend pour lui faire la lecture. Elle a choisi la vie de Marianne, de Monsieur de Marivaux. Vous connaissez ce roman? Non. Autre chose à faire que de m'occuper de ces fariboles. Mais vous êtes seul pour vous habiller? Où est donc Nicole, cette fainéante dont je me suis privé pour vous? Disparue. Comment? Je vous l'ai dit déjà. Elle s'est enfuie, sans rien me voler, rassurez-vous. Et vous n'avez pas repris une fille de chambre? Je n'en ai jamais senti le besoin. Mais voyez comme vous êtes mise. Mais vous n'aurez aucun succès à la cour, ficelée comme cela. Cette simplicité était bonne au couvent de Nancy. À Versailles, elle est tout bonnement ridicule. Et à Versailles, plus que partout ailleurs, le ridicule tue. Pardonnez-moi, mon père. Madame la Dauphine m'attend pour de bon. Ce n'est pas l'élégance de mes robes qui lui importe, mais mon empressement à la servir. Bon, allez donc. Mais revenez au plus vite. J'ai à vous parler d'une affaire extrêmement grave. Et attendez. Vous oubliez votre rouge.
Vous êtes d'une pâleur repoussante. Mais regardez-vous dans le miroir. Vos joues sont blanches comme de la craie, vos yeux cernés d'un demi-pied. Mais êtes-vous folle d'aller chez la Dauphine dans cet état? Ou bien voulez-vous faire peur aux gens? Je suis déjà en retard, mon père. Je n'ai plus de temps. Vous devenez odieuse, ma fille. Odieuse. Vous ne voulez pas vous rendre belle. Croyez-vous au moins intéressante? Inventez quelque chose, je ne sais pas, moi. Dites que vous êtes malade, par exemple. Je pourrais l'affirmer sans mentir. Car je me sens bien malade, en vérité. Malade? Ah, il manquerait plus que ça. La peste du dégueule! Nous partîmes donc, la sœur du curé et moi, et nous voilà à Paris. Je ne saurais vous dire ce que je ressentis en voyant cette grande ville, et son fracas, et son peuple, et ses rues. C'était pour moi l'empire de la lune. Je n'étais plus à moi. Je ne me ressouvenais plus de rien. J'allais. J'ouvrais les yeux. J'étais étonnée. Et voilà tout. Oh. Allons, mademoiselle. Un peu de maintien. Voyez, Duchesse, elle se trouve mal. Non, non, madame. Je me sens mieux. Allons donc, vous êtes blanche comme un mouchoir. Pauvre enfant. Eh bien, pouvez-vous lire à présent? Certainement. Je fus charmée de me trouver là. Je respirais un air qui réjouit mes esprits. Il y avait une douce sympathie entre mon imagination et les objets que je voyais. Il me semblait que les plaisirs habitaient au milieu de tout cela. Voyez si ce n'était pas là un vrai instinct de femme et même un pronostic de toutes les aventures qui devaient m'arriver. Encore? Voyez, Duchesse, cette petite est malade. Il ne faut pas que mademoiselle reste ici. Et pourquoi cela? Mais parce que c'est ainsi que commence la petite vérole. Votre Altesse me pardonnera-t-elle? J'ai honte. Voyons. Alors, il vaut mieux que vous retourniez chez vous. Madame va vous accompagner. Encore une fois, je supplie votre Altesse de me pardonner. N'y pensez plus. Allez. Petite m'inquiète. Si par malheur vous disiez la vérité. Évanouissement, vertige, frisson. Ce sont les symptômes de la petite vérole, madame. Hélas. Alors faites chercher le docteur Louis, s'il vous plaît. André, votre père sera votre premier solliciteur. J'espère que vous ne le mettrez pas à la porte. Êtes-vous disposé à demander quelque chose pour votre frère et pour moi? Enfin, mon père, Sa Majesté nous a déjà tant donné. À moi, une parure de plus de 100 000 livres. Et à mon frère, une compagnie. Une compagnie, oui, mais pas de brevet. Comment? Parlons franchement. André, je sais tout. Vous savez tout. Tout. Bon, faites la mystérieuse, si c'est votre idée. Mais songez aussi à faire la fortune de votre famille. Quand vous verrez le roi, vous lui direz que votre frère attend son brevet et moi ma pension. En amour, ne soyez pas sa nièce pour avoir trop d'amour ni trop de désintéressement. Et vous direz cela au roi dès ce soir. Mais où voulez-vous que je le voie? Ah, André, ça suffit. Vous n'avez qu'à soin de votre fille, monsieur de Tavernet. Moi? Venez, docteur Louis. Dites-moi la maladie de ma protégée.
Le docteur Louis, mon chirurgien, donnez-lui votre main. Mais prenez garde, c'est un savant qui sait voir, mais c'est aussi un philosophe qui sait deviner. Que ressentez-vous précisément, mademoiselle? Un profond dégoût pour toute nourriture. Des tiraillements subis. Des chaleurs qui montent tout d'un coup à la tête. Des spasmes, des défaillances, des palpitations. Eh bien, que dit l'oracle? La maladie de mademoiselle est des plus naturelles, madame. Ah? Mais est-elle dangereuse? Oh, non, peu fréquemment. Bon. Ne la fatiguez pas trop avec vos prescriptions. Il n'y aura pas de prescription, non. La maladie de mademoiselle ira son train, sans mon aide. Bon. Puis-je prendre congé, madame? Je dois voir Monseigneur, le comte de Provence, qui a des aigreurs. Mon bon frère, des aigreurs. On a peine à y croire. Bien, allez. À bientôt, mademoiselle. N'oubliez pas les dragées que vous m'avez promises pour dormir. Je les préparerai moi-même à mon tour. Eh bien, nous voilà rassurés. Une maladie qui fait rire le médecin, ce ne doit pas être bien grave. Dormez bien, André. Je vais vous envoyer quelqu'un pour vous servir. Eh bien, ma pauvre petite sœur, c'est donc bien vrai que tu es malade? Tes mains étaient brûlantes il y a un instant. À présent, elles sont glacées. C'est la joie de te revoir, Philippe. Le sang se portait au cœur. Non. Non, non, je vois bien que tu souffres. Qui t'a dit que j'étais malade? C'était Cannes Gilbert, pardieu. Tu as cru ce fainéant. Il n'est bon qu'à faire le mal ou à le dire. André. Monsieur, je viens faire ma visite à notre malade, comme l'ordonne Madame la Dauphine. Voilà. Eh bien, comment allons-nous aujourd'hui? Le mieux du monde, docteur. Moi, je suis le docteur Louis, chirurgien à la cour. Et moi, Philippe de Tavernay, chevalier de Maison Rouge et frère de mademoiselle. Ah bon? Vous êtes le frère? Mais oui. Mais... Qui pensez-vous donc que j'étais? Bien. Mademoiselle, monsieur, je crois qu'il est grand temps de faire jaillir la vérité du puits. Vous allez donc me dire de quel mal je souffre à la fin? C'est vous, mademoiselle, qui allez m'expliquer certaines choses. Monsieur, laissez-moi seul avec votre sœur. Je vous en prie. Mademoiselle, avez-vous fait à monsieur le chevalier des confidences que vous m'auriez refusées?
De quel genre de confidence, docteur? Écoutez, soyez gentil. Voyez en moi votre ami. Soyez donc franche. Je peux tout entendre. Mais je vous ai tout dit. C'est dissimulé à la fin. C'est d'hypocrisie, cette fausse pudeur. Monsieur, vous m'offensez. Mademoiselle, vos regards courroucés ne me feront pas changer d'avis. Allez, avouez. Encore une fois, vous m'insultez. Sortez. Très bien, très bien. Vous êtes bien candide si vous pensez cacher votre état à un homme de science. Votre orgueil n'y peut rien, vous êtes enceinte. Misérable. J'ai dit ce que j'avais à dire, chevalier. Ce n'est pas la menace de votre épée qui me fera revenir sur mes pas. C'est impossible. Pourtant, c'est vrai. Adieu, monsieur. Prenez soin de vous, mademoiselle. André, je ne suis plus ton frère. Je suis Philippe de Tavernay, décidé à tout pour obtenir ton secret. Dis-moi le nom du misérable qui t'a déshonoré ou bien je te tuerai. Je te jure que je suis innocente. Sur l'âme de notre mère, aucun homme ne s'est jamais approché de moi. Je te jure que je suis pure comme au jour de ma naissance. Si tu me crois coupable, d'autres le croiront avec toi. Alors tu as raison. Il vaut mieux que je meure. La vérité, André. Alors, comment et qui? Que veut monsieur? On a parlé au maître des logis. Le maître n'est pas chez lui. Il faut pourtant que je lui parle. Où est-il? Je n'en sais rien. Écoute-moi bien. Fais dire à ton maître qu'un officier veut lui parler et qu'il ait la bonté de ne pas se cacher davantage. Il ne se cache de personne. Donc il est ici. Qu'il y soit ou non, on n'a pas l'habitude de pénétrer chez lui par la force. Mais enfin, toutes les portes étaient ouvertes. Au revoir, monsieur. Voilà, c'est... Le maître n'est pas chez lui. Il faut sortir de la maison, monsieur. Est-ce bien vous, monsieur le chevalier de Maison Rouge? Est-ce bien vous qui recevez les gens à coups d'épieu, monsieur Balsamo? Je vous prie d'accepter mes excuses.
Votre père m'a offert l'hospitalité à Taverney. Vous êtes 2 fois le bienvenu chez moi, à Paris. Mon serviteur ne faisait que suivre sa consigne. Vous avez voulu la forcer. Merci. Il y a des situations où l'on est prêt à forcer toutes les portes, et à n'importe quel prix. Chevalier, je viens de traverser la plus grande épreuve de ma vie. Je vous prie donc de parler vite et clairement. Je suis à bout de force. Je ne vous écoute que par bienveillance. À votre aise, baron. Vous avez enlevé ma sœur la nuit du 31 mai au milieu des morts et des mourants qui jonchaient la place Louis XV. Toute votre conduite cette nuit-là m'a semblé, et me semble plus que jamais suspecte. Je vous ai prié d'être clair. Si vous continuez comme vous avez commencé, autant rester là. Non, vous m'écouterez quoi qu'il vous en coûte. Je veux bien croire qu'il vous est arrivé malheur, mais c'est le mien qui m'importe. Car figurez-vous que l'honneur de ma famille est perdu et que je suis ici pour que vous me le rendiez. Vous êtes fou! C'est l'honneur de mademoiselle de Taverney que je vous réclame. Oh, grand Dieu. Que de détours pour arriver à une chose si simple. Qui diable a pu vous dire que j'avais fait injure à votre sœur? Elle-même. Chevalier, je vous donne ma parole de gentilhomme que ma conduite envers mademoiselle de Taverney dans l'affreuse nuit du 31 mai ne m'a été dictée que par le désir de lui sauver la vie. Me croyez-vous? À supposer que je vous croie. Où parvenu ma sœur depuis? Si fait. Elle seule était capable de m'aider à retrouver une personne que je chérissais plus que tout au monde et qui m'a quitté à jamais. Donc vous l'avez plongé dans ce sommeil inexplicable dont vous êtes le maître et que vous l'avez déjà imposé à Taverney. Mais cette nuit-là, vous êtes entré chez elle. Et vous avez profité de sa léthargie pour commettre le pire des crimes, elle me l'a dit. Comment le sait-elle, puisqu'elle dormait? Comment ne le saurait-elle pas, puisqu'à présent, elle porte un enfant de vous? Encore une fois, chevalier, je vous jure que je ne suis jamais entré chez votre sœur, que je ne l'ai jamais touchée. Il est vrai que cette nuit-là, mon égarement était tel que je suis reparti de Trianon sans réveiller mademoiselle de Taverney. Quelque misérable, ensuite, aura profité de son sommeil. Cessez de vous moquer. Je veux vous convaincre. Où est mademoiselle de Taverney à l'heure qu'il est? À Trianon? Allons-y ensemble. Nous saurons la vérité. Balsamo est capable d'arracher la vérité à ceux dont le regard a l'audace de croiser le sien. Mais peut-il obliger André de Taverney à épouser un homme qu'elle déteste, et à quel prix? 15 ans, n'est-ce pas bien long pour qu'un cœur s'ouvre enfin à la passion? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.